Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 mai et pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'appelle une solution en or. Oui, une solution qui n'est guère originale, vous allez le voir, mais ce qu'il est davantage, c'est qui la met en avant aujourd'hui. Eh bien, on compte parmi les plus grands gérants de fonds obligataires de la planète, l'ex-patron de PIMCO, par exemple, qui suggère à la Fed d'échanger son stock d'or contre une partie de la dette. Et pour réduire cette dette, il suffirait de dire que l'or vaut $5 000 l'once. Allez, on multiplie le cours de l'once actuel par 4 et on a grandement résolu le problème de la dette américaine. Une solution peut-être préférable à celle proposée par Donald Trump, qui consistait à faire tourner encore plus la planche à billets, ce qui pourrait provoquer un véritable désastre monétaire. Mais pour l'instant, l'once, elle est capée sous les $1 300, tout simplement parce que de nouveau, on voit de grosses mains venir jeter des paquets de contrats futurs pour stopper, pour faire retomber le prix de l'once en dessous d'un seuil au-delà duquel on aurait naturellement, et tous les chartistes le savent, une forte accélération. Alors, si on veut jouer vraiment la hausse des métaux précieux, nous vous rappelons tout de même qu'il y a du rattrapage, et beaucoup de rattrapage, sur l'argent. Alors, c'est peut-être pas le sujet du jour, parce que vaut mieux s'intéresser maintenant à l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, qui teste une zone de résistance décisive, celle des $49. Ça nous remet au début du mois d'octobre 2015, et c'est effectivement un objectif majeur, puisque l'once vient de reprendre la bagatelle de 76% par rapport au 10 février dernier. Nous l'évoquions hier, le 10 février dernier, Goldman Sachs voyait le baril tomber à $20. On se demande si on n'est pas parti pour les 60. Alors, à 50, on va dire que c'est un prix médian qui arrange un petit peu tout le monde. 50, ça reste supportable pour l'économie, les coûts de production. Ça commence à tirer, à piquer un peu quand on va faire son plein à la pompe. Mais bon, si on allait à $60, ça serait quand même plus problématique. Et puis ça permet également à quelques producteurs de shale oil, non pas de redevenir profitables, mais de sortir la tête de l'eau. Alors, pour savoir où en est le shale oil aujourd'hui, plutôt qu'un long discours, voici une statistique qui devrait vous faire réfléchir. L'année dernière, à la même époque, c'est-à-dire en avril 2015, il y avait environ 1500 foreuses de puits en activité, et il en reste maintenant 320. Alors évidemment, on a perfectionné les techniques, on est capable d'aller chercher de façon un peu plus efficace le pétrole, il faut peut-être moins de trous, mais enfin quand même, un nombre de forages divisé par 5 en un an, vous voyez un petit peu à quel point cela peut peser sur la production. Alors parmi les motifs, et là on est dans la géopolitique, qui pourrait propulser le baril de pétrole au-delà des 50, il y a la désintégration politique du Venezuela. Alors le Venezuela maintenant est en pleine mesure d'exception, on est presque en loi martiale, et ce matin monsieur Maduro vient de déclarer que la constitution parlementaire n'était plus efficace. Autrement dit, ça veut dire que le Parlement n'a plus son mot à dire et que c'est la présidence aujourd'hui qui prend les rênes. Alors on est là dans un régime complètement aux abois. Et le problème, c'est que si l'on avait des grèves générales, si l'on avait une paralysie du pays, ça ferait encore des millions de barils qui pourraient disparaître de la circulation, provisoirement, certes, mais ça pourrait de nouveau peser à la hausse sur le pétrole. Et là, ça pourrait ne pas plaire ou ne plus plaire au marché.
Alors à très court terme, pour l'instant, les marchés n'ont pas de direction. On a vu le Wall Street gagner 1%, lundi les reperdre exactement hier soir, un partout balle au centre. Sur le CAC 40, de nouveau, ce même scénario presque quotidien d'ouverture à la baisse, et puis on remonte en séance, et puis on finit avec des écarts totalement insignifiants, et surtout on reste à proximité du court pivot des 4300. Donc là on est vraiment sur un marché qui accumule peut-être de la force pour aller quelque part à un moment ou à un autre. Mais où pourrait-il aller ? Alors quand on regarde la volatilité, on a peut-être un élément de réponse. Cette volate n'a cessé de se contracter du 15 février au 15 mai. Pour schématiser, on est tombé à 13, et puis hier, on a remonté à plus de 15. On vient, en l'espace d'une semaine, en fait, de voir cette volatilité reprendre presque 20% sur ces planchers. Et vous savez, beaucoup d'opérateurs sont couverts contre tous les types de risques, Brexit, élection espagnole, désintégration du Venezuela. Mais si la volatilité remonte malgré tout, eh bien ça veut peut-être dire quelque chose. Alors, pour avoir un scénario qui tienne la route, il faut aussi regarder comment évolue la parité dollar-yen, tout simplement parce que cette parité mesure la prise de risque, l'appétit pour le risque global des opérateurs. Si le yen remonte, ça veut dire que l'on déboucle du carry trade, c'est-à-dire qu'en fait on rembourse les yens qu'on avait vendus à découvert pour aller prendre du levier à peu près sur tout ce qui peut exister, l'obligataire, les matières premières, etc. Si on réduit ce levier, donc le yen remonte, et ça veut dire que les marchés sont peut-être en phase de dérisquage, on retire du leverage, on repasse cash, et le cash, eh bien, qu'est-ce que l'on peut espérer de mieux aujourd'hui avec du cash ? Eh bien, ne pas perdre d'argent dans un contexte de taux négatif. Donc, l'or, effectivement, fait figure de solution peut-être stratégique pour le moyen terme. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de conseiller autre chose, finalement, que de l'achat de contrats à terme sur l'or. Mais nous avons, parmi les rédacteurs des éditions de la Bourse au quotidien, eh bien, des gens qui réfléchissent quand même, qui cherchent des pistes. Et une de celles-là, c'est peut-être les fintech, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui sont en train de mettre sur pied des services financiers qui vont concurrencer naturellement ceux des banques traditionnelles. Alors là, il y a deux solutions. Soit ces fintechs s'en sortent par elles-mêmes et elles deviennent de futures licornes du marché, soit les bancaires, plutôt que de se faire concurrencer, rachètent justement ces entreprises, et à ce moment-là, c'est aussi un excellent scénario pour l'actionnaire. Donc les fintechs, peut-être une vraie solution d'avenir, mais bon, pour l'instant, le choix est très limité. Les volumes sont faibles, donc si vous y allez, comme on dit, achetez de façon légère et discrète.